Eh bien, écoutez, bienvenue à tous et à toutes dans cette émission de la Web TV de notre Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, Métropole Metz. Alors aujourd'hui, un sujet qui est particulièrement fort et très prégnant en ce moment, le financement participatif. C'est pas un gadget du tout. Parfois, on le trouve au coin d'émissions télévisées, mais dans la réalité, ça fonctionne et ça fonctionne bien. La question, c'est jusqu'où on peut aller, comment sélectionner les plateformes, comment avancer. Donc, pour répondre à ces questions-là, nous avons la chance de recevoir Florence de Maupou, qui coordonne en fait l'association sur le financement participatif, et deux entrepreneurs qui ont souscrit sur des projets, vous allez voir, complètement différents à cette solution-là. Alors, sachez un peu, quand je vous dis c'est pas du tout un gadget, déjà en Moselle, rien que sur 2017, il y a 70 projets en financement participatif qui sont en cours. Donc ça veut dire que ça marche, et ça marche sur tout le territoire, et ça représente à peu près 24 millions de fonds qui ont été mobilisés jusque-là en 2017. Donc on est sur des choses qui sont vraiment intéressantes. C'est vraiment une des solutions d'avenir, et sur lesquelles il est nécessaire de se pencher. Il y a des contours. Il y a des contours, il y a des savoir-faire, il y a des sélections à pouvoir porter, et c'est ce qu'on va pouvoir entendre. Donc je vous souhaite vraiment une très belle conférence avec nos intervenants, et merci encore à vous d'avoir pris le temps d'être là ce soir avec nous. Bonsoir. Je suis Florence de Maupou, je suis coordinatrice de l'association Financement Participatif France. C'est l'association des professionnels du crowdfunding en France, donc on rassemble à la fois des plateformes de crowdfunding, 70, mais aussi des acteurs de l'écosystème. Et l'objectif de l'association, c'est de co-construire le cadre du financement participatif en France. Donc on mène beaucoup d'actions de lobbying, notamment auprès des pouvoirs publics, auprès des régulateurs. On mène aussi des actions de promotion et de pédagogie autour de la finance participative, d'où mon intervention aujourd'hui notamment. Et enfin, on mène des actions de déontologie et de bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que les plateformes, du moins celles qui sont membres de notre association, mettent en place des valeurs d'éthique et partagent des bonnes pratiques en commun. Voilà un peu pour brièvement présenter ce qu'est Financement Participatif France. Et donc, on rassemble aujourd'hui 150 membres, donc 70 plateformes, je le disais, et 80 membres de l'écosystème. Donc, il peut s'agir de collectivités, de banques, de cabinets de conseil, de cabinets d'avocats. Enfin voilà, c'est très, très varié. Et on fait en sorte de pousser le financement participatif. Donc, je suis ravie d'intervenir aujourd'hui, d'autant plus ravie que j'ai deux acolytes témoins qui vont pouvoir expliquer de manière très concrète ce qu'est le financement participatif. Et donc, l'objectif, donc je vais commencer par vous présenter un peu de manière assez globale ce qu'est le financement participatif, parce qu'on en entend un peu parler, mais on ignore parfois qu'il y a une variété de typologies de financement participatif et de typologies de projets qui peuvent faire appel à cet outil de financement, qui est très varié. Donc, l'idée, c'est d'en dessiner un peu les contours, et puis de voir de manière concrète comment deux porteurs de projets ont pu s'approprier cet outil de financement. Alors, le crowdfunding, comme on dit avec la terminologie anglo-saxonne, qu'on a traduit en français par financement participatif, donc c'est le financement par la foule, littéralement, crowd, la foule, funding, le financement. Et donc c'est ça l'idée du financement participatif, c'est de rassembler un grand nombre de contributeurs pour financer un projet. Donc c'est un outil de collecte de fonds opéré via une plateforme Internet qui permet de fédérer des contributeurs autour d'un projet et de concrétiser ce projet grâce au financement que ces contributeurs apportent de manière très directe et très traçable. Donc c'est un outil en fait il faut vraiment pas prendre ça comme un gadget, en effet, comme le disait le président de la CCI, mais comme un outil complémentaire ou alternatif au financement plus traditionnel. Ça permet de diversifier ces sources de financement. Ça permet aussi de faire effet de levier souvent sur d'autres types de financement pour le porteur de projet. En soi, quand on parle de financement participatif, en soi, la formule fédérer un grand nombre de contributeurs pour financer un projet, ça n'a pas grand-chose de... C'est pas nouveau en soi, ça existe depuis bien longtemps. Ça existe notamment, on a l'exemple en 1876 de la Statue de la Liberté, donc Auguste Bartholdi a fait appel à la générosité du public pour financer le socle de la Statue de la Liberté. Barack Obama, en 2008, avait fait appel aussi
aux citoyens américains pour financer sa campagne. Donc il y a de tout temps, on peut remonter même plus loin avec les tontines en Afrique, où un petit nombre de villageois se rassemblent pour l'un après l'autre bénéficier d'un financement pour financer leur projet. En fait, de tout temps, on a eu des formes de financement participatif. La différence aujourd'hui, et pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de financement participatif aujourd'hui, c'est évidemment parce qu'on s'appuie sur des plateformes web qui permettent de démultiplier l'impact et d'aller chercher des financements plus loin que sur une communauté restreinte et définie. Donc c'est en fait la force du financement participatif, c'est de permettre de s'appuyer sur le web pour aller au-delà des frontières géographiques. Ça s'inscrit aussi dans tout ce qui est mouvance de l'économie collaborative. On collabore pour se déplacer, on collabore pour se loger, donc pourquoi pas collaborer finalement pour se financer. Alors, pour donner un peu quelques chiffres sur le financement participatif, c'est encore une goutte d'eau, hein, si on compare ça au crédit bancaire, on est encore bien petit, mais les taux de croissance sont assez importants. On a eu un taux de croissance de 44% des fonds collectés entre 2016 et 2017. Donc en 2017, c'était 336 millions d'euros qui ont été collectés par les plateformes de financement, participatif françaises. Et donc, ce sont près de 4 millions de contributeurs depuis le lancement des plateformes qui ont financé un projet via une plateforme, que ce soit en dons, en prêts, en investissement en capital, en investissement en royalties, voilà, tout type de financement participatif confondu. C'est 4 millions de Français. Donc, en fait, c'est vraiment un outil très démocratique, autant pour le porteur de projet que pour les contributeurs. C'est un financement transparent, direct et traçable. Et c'est, je pense, pour ça que ça rencontre autant de succès. C'est que le contributeur sait où il va mettre son argent. Il identifie le projet, il choisit lui-même en fait, le projet qu'il a envie de financer. Et il peut suivre l'évolution de la collecte et l'évolution du projet aussi après la campagne de financement participatif, et donc à recréer du lien avec le porteur de projet. Donc je disais, on a différentes formes de financement participatif. Donc vous avez sur les slides un recensement de tous les types de financement qu'on peut connaître. Parce qu'on parle du financement participatif et on pense évidemment assez naturellement au financement par le don. C'est l'outil de financement participatif qui a démarré en premier. Mais en fait, il existe de différents types de financement. Donc on a le don avec ou sans contrepartie. On a aussi ce qui s'assimile plus à de la prévente qu'à du don. Donc là, la contrepartie n'est pas tellement symbolique, mais c'est le produit ou le service qui va être proposé par le porteur de projet, qui est proposé en termes de contrepartie. Donc ça s'assimile plus à de la prévente qu'à une contrepartie. On a ensuite les plateformes qui proposent du prêt. Donc on aura soit du prêt rémunéré, soit du prêt non rémunéré, soit du mini-bon, soit de l'investissement obligataire. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement pour dire que le mini-bon, c'est une forme, ça s'assimile à du prêt. C'est un autre type de réglementation, mais c'est très similable à du prêt rémunéré. Et enfin, l'investissement, donc soit l'investissement dans le capital d'une entreprise, le contributeur va devenir actionnaire de l'entreprise, soit l'investissement en royalties. Donc là, vous avez des redevances en tant que contributeur, vous avez des redevances sur le chiffre d'affaires futur de l'entreprise. Et donc ces différentes formes de financement participatif permettent de financer tout type de porteurs de projets, que ce soit le projet culturel, humanitaire, associatif, à la TPE-PME, au projet immobilier aussi, voilà, la start-up dans l'innovation. Enfin, on aura vraiment une diversité de typologies de projets qui est assez importante. On a d'ailleurs de plus en plus, autant à ses démarrages, le financement participatif s'adressait beaucoup à des projets artistiques et culturels. Aujourd'hui, et notamment avec l'essor du prêt, on a de plus en plus de projets de commerce et de services de proximité industriels qui font appel au financement participatif pour se financer. Voilà, aujourd'hui, donc les premières plateformes, elles sont apparues vers 2008. Donc, comme je disais, plutôt sur des
plateformes de dons pour des projets artistiques et culturels. Aujourd'hui, on recense 170 plateformes de financement participatif en France, voilà, pour tout type de projet. Alors, on va un peu décliner justement, parce que du coup, on a dit qu'il y avait différents types de financement, en gros, dons, prêts, investissements. Évidemment, ces différents types de financement s'adressent aussi à des besoins différents et à des typologies de projets assez différentes. Donc, on va décliner ces différents types de financement, en commençant par le financement par le don. Donc, savoir, voilà, faire un peu le tour de pour qui, pourquoi lancer une campagne de dons et à qui ça s'adresse. Donc ça peut être du don pour la création ou le développement d'un projet, sans contrepartie financière. Après, donc, comme je le disais précédemment, il peut y avoir des contreparties proposées par le porteur de projet, soit très symboliques, soit de l'ordre de la prévente. En fait, le financement participatif, pour le porteur de projet, ça lui permet de tester son marché. C'est-à-dire qu'avant même de lancer son entreprise ou un nouveau projet, il va pouvoir utiliser la campagne de financement participatif pour évaluer l'appétence de contributeurs potentiels sur son projet et savoir s'il y a un marché ou pas, finalement. Quoi qu'il arrive, en fait, après une campagne de financement participatif en don, on a des expériences à tirer. Soit le projet doit être revu, soit abandonné, peut-être. Ça peut être la conclusion, triste, mais ça peut être la conclusion. Soit le projet a un marché parce que la campagne a été un succès, il y a eu un certain nombre de contributeurs, et dans ce cas-là, ça vaut le coup de continuer, et c'est un argument qu'il faut faire valoir auprès de ses clients potentiels, auprès de financeurs potentiels. C'est un outil de communication aussi. En fait, une campagne de financement participatif en don, c'est peut-être plus une campagne de communication qu'une campagne de financement. Et il faut vraiment le prendre comme tel. On pourra le voir avec, peut-être avec le témoignage de Kevin notamment. Ça demande énormément de mobilisation en termes de communication, en amont de la campagne, pendant la campagne et après la campagne. Et donc, c'est une vraie stratégie, c'est un vrai plan de communication qu'il faut mettre en œuvre quand on veut lancer une campagne de financement participatif en don. C'est surtout vrai pour le crowdfunding en don. Donc voilà, il faut avoir conscience de ça. Ça permet aussi de fédérer une communauté, évidemment, autour de son projet. Vous rassemblez potentiellement une centaine de contributeurs. Ce n'est pas juste des financeurs à un instant T pendant votre campagne de financement participatif. C'est des gens sur lesquels il va falloir capitaliser et embarquer en fait, dans l'aventure. Voilà, c'est des personnes qui croient dans votre projet et donc il ne faut pas les lâcher après la campagne, évidemment. Et enfin, l'un des autres avantages du financement participatif, c'est que ça peut créer un effet de levier sur d'autres types de financement, sur des partenariats. Et donc, on va pouvoir utiliser cette campagne de financement participatif comme argument commercial pour aller plus loin derrière. Voilà, alors je vous ai mis quelques chiffres pour vous donner une idée sur les montants moyens de... Alors ça concerne uniquement le don avec contrepartie, avec récompense. En 2017, la collecte moyenne sur les plateformes de dons avec récompense, c'était de 4 785 €. Alors après, disons que l'écart type est très variable. Il y a des projets qui collectent 1 000 €, il y en a qui vont collecter 40 000 €. Donc on a des différences de projets évidemment très importantes, la moyenne néanmoins étant de 4 700 €. Le don moyen par donateur est de 62 € et le nombre moyen de contributeurs, c'est 72. Donc voilà, vous avez potentiellement 72 nouveaux clients ambassadeurs pour mener à bien votre projet. Et alors, j'ai aussi mis la répartition, je ne sais pas si vous voyez très bien, la répartition des secteurs qui sont financés via du financement participatif. Donc on voit quand même que sur le don, on a une très forte, une importance des projets culturels. Donc ça représente 46% des projets qui ont été financés en 2017. 46% appartenaient aux projets culturels, donc que ce soit pour des projets de spectacle, d'audiovisuel, dans la musique ou dans le journalisme. Également dans le patrimoine, c'est encore un petit peu à la marge, mais ça se développe. On voit de plus en plus de projets dans le patrimoine qui se développent.
Quelques projets aussi économiques, ça représente 22%. Donc on aura des projets de commerce et services de proximité, des projets d'agriculture aussi de plus en plus. Et enfin, des projets sociaux, donc ça c'est plus porté par des associations évidemment, qui représentent 32% des fonds collectés sur les plateformes de dons. Donc que ce soit enseignement, éducation ou des projets de solidarité ou humanitaires. Voilà un peu pour vous faire un petit panorama sur le financement participatif en dons. Et je propose d'échanger du coup tout de suite avec Kevin sur son expérience de campagne de financement participatif en dons. Donc toi, Kevin, tu as lancé ton projet Level Up sur la plateforme KissKissBankBank. Alors la campagne s'est terminée en août 2017 et le projet, Level Up, c'est un bar e-sport à Metz. Donc tu pourras nous donner l'adresse après. Alors du coup, qu'est-ce que c'est un bar e-sport ? Alors, un bar e-sport, donc, c'est effectivement un bar classique. Hein, donc, on peut y retrouver des produits typiques d'un bar. On va également proposer de la restauration rapide. Mais ce qui va faire le petit plus de Level Up, c'est justement cet aspect de mise à disposition de machines telles que PC ou consoles de jeux. On aura également des bibliothèques de manga, des choses qui viennent plus de la pop culture japonaise. C'est pour ça que c'est un bar e-sport et également fantasy. Et dans le côté fantasy, on pourrait également y retrouver des séries TV ou encore des jeux de plateau et de société. Voilà, ça c'est vraiment ce qui va faire la force de Level Up. Et Level Up a déjà réussi à fédérer une communauté, surtout, comme le disait Florence, grâce à la campagne de crowdfunding. C'est vraiment ce qui a créé, ce qui a tissé des liens, disons, entre le personnel de Level Up et la future clientèle. Et donc ça, pour nous, ça a été vraiment important parce qu'on veut créer vraiment un lieu de rencontre où la clientèle n'est plus vraiment vue comme client finalement, mais comme un groupe d'amis ou une communauté qui vient s'amuser et passer des soirées en bonne compagnie. Et finalement chez elle, puisqu'elle a c'est un peu chez elle à partir du moment où elle a contribué. C'est ça, exactement, bien sûr. Et du coup, est-ce que justement c'est pour fédérer cette communauté que vous avez lancé une campagne de financement participatif? Ou est-ce qu'il y avait d'autres... quelles étaient les motivations ? Alors effectivement, les enjeux étaient variés. Donc à la base, c'était déjà pour avoir un capital de départ, car le projet effectivement est assez ambitieux. Donc on avait besoin de pas mal de ressources financières. Donc voilà, c'était pour un premier temps pour aller vers les banques et montrer que le projet avait une base déjà bien stable et que les différentes personnes qui ont contribué au projet l'ont prouvé finalement. Hein. Donc voilà, ça c'était vraiment l'enjeu pour que le projet démarre. Ça, c'était un peu l'étincelle qui a fait suivre l'histoire. Mais c'est aussi également pour fédérer justement la communauté, pour voir si les personnes étaient prêtes à venir dans un lieu tel que, comme Level Up, parce que c'est vrai que c'est un peu un concept, c'est un nouveau concept, c'est quelque chose qui n'a jamais été vraiment testé concrètement, surtout sur Metz. Et donc voilà, c'était vraiment pour avoir une confirmation de la viabilité du projet dans le futur. Et du coup, vous avez collecté combien et quels étaient vos besoins, ça représentait combien la campagne de financement participatif sur les besoins globaux? Et où est-ce que vous avez été chercher les autres financements? Bien sûr. Alors, la campagne a été fixée à 5 000 €. Donc, c'est un objectif qu'on s'est fixé en 21 jours. Donc, la communauté, comme d'habitude, nous a surpris car il a été financé bien avant le laps du temps imparti. Et en plus, on a dépassé l'objectif. On a fait un 110%, soit 5 510 € collectés en 21 jours par quasiment 100 contributeurs. Et donc c'est quelque chose qui nous a fait énormément plaisir, ça nous a bien encouragé à poursuivre le projet et surtout, comme je disais avant, ça a vraiment renforcé l'image du Level Up, de l'entreprise en elle-même, pour après démarcher les banques pour obtenir le fameux prêt bancaire qui aurait permis justement l'acquisition du fonds de commerce et tout ce qui était nécessaire à l'activité. Et du coup, les 5 000, sur votre campagne de financement participatif, parce que du coup, c'est important d'expliquer aux contributeurs à quoi exactement va servir leur argent, c'est la traçabilité dont on parlait au départ. Donc ces 5 000 €, qu'est-ce qu'ils venaient financer? Est-ce que c'était
justement les 5 000 € dont vous aviez besoin pour ce que c'était présenté comme tel, 5 000 € pour faire effet de levier sur le prêt bancaire, ou est-ce que ça correspondait à un... Oui, effectivement. Lors de la campagne, on a effectivement mis plusieurs descriptions de ce que allait représenter donc, la somme. Donc, par exemple, avec les 5 000 €, on pouvait justement prendre le droit au bail du local commercial que l'on détient aujourd'hui. Voilà, ça a également permis de financer les différentes soirées d'inauguration, parce que justement on parle de contribution. Ce qu'on a voulu faire, c'était vraiment créer c'était 3 soirées, donc 3 soirées d'inauguration bien distinctes, dont les 2 premières sont privées, sont réservées à des personnes qui ont contribué à un certain palier. Car voilà, on peut fixer différents paliers lors du crowdfunding. Donc nous, par exemple, ça allait de 5 € jusqu'à 1 000 €. Donc il y a des personnes qui ont donné vraiment des sommes différentes en fonction de leurs possibilités. Et d'ailleurs, voilà, donc ça c'était vraiment la compensation majeure, c'était vraiment la soirée événement. Donc en gros, les personnes ont acheté le service, comme tu l'as dit avant, Florence, avant l'ouverture. En gros, ils ont misé sur quelque chose qu'ils vont ensuite récupérer une fois que l'on sera ouvert. Voilà, donc les soirées, et ils auront également des consommations offertes, des goodies comme des t-shirts, des bracelets, des petites choses comme ça, symboliques. Mais voilà, en gros, c'était un peu pour le matériel, mais surtout pour eux. D'accord, finalement, ça leur revenait sous forme de contribution pendant ces soirées privées. Et du coup, comment est-ce que vous avez connu KissKissBankBank? Ceci étant, c'est l'une des plateformes les plus connues, donc c'est peut-être pas la bonne question, mais en tout cas, pourquoi vous êtes allé vers KissKissBankBank plutôt qu'une autre plateforme? Qu'est-ce qui vous a fait choisir la plateforme? Disons, il est vrai, il y a tellement de plateformes de financement participatif aujourd'hui qu'on s'y perd, disons. Donc c'était un peu... comment dire, j'ai regardé un peu les différents projets de bars e-sport qu'il y avait en France, ou d'entreprises innovantes, disons, qui étaient un peu dans le même milieu du projet que l'on souhaite faire aboutir. Et on a vu que KissKissBankBank ressortait souvent sur ce genre de projet, et que souvent justement ces projets sur cette plateforme avaient connu un bon succès. Du coup, ça a été un peu le bon feeling. Voilà, on a trouvé la plateforme sympa, et on s'est dit pourquoi pas essayer KissKissBankBank. D'accord. Et du coup, alors parce qu'on en a parlé un petit peu avant de commencer sur justement cette stratégie de communication à mettre en place, j'ai l'impression que vous aviez quand même bien anticipé la campagne de financement Absolument. participatif, notamment pour avoir une communauté déjà existante. Comment est-ce que vous avez fait justement pour créer cette communauté ? Alors oui, il est vrai, ça a été assez, je n'ai pas envie de dire compliqué, mais il y a eu quand même beaucoup de travail derrière à fournir avant d'atteindre ce fameux objectif sur KissKissBankBank. Donc nous, à la base, à savoir que dans l'équipe, ma collaboratrice travaille dans la communication, donc ça a été vraiment l'atout majeur, je pense, du projet. Sans ça, je ne pense pas qu'aujourd'hui on en serait là. Donc voilà, on avait au début fait une étude de marché pour voir si le concept allait plaire sur Metz, et si des personnes étaient prêtes à venir directement dans le bar une fois ouvert. Donc on a eu pas mal de réponses sur ce questionnaire. On était à 1100 pour info. Donc ça a fait un très très bon échantillon pour voir justement les différentes attentes de la clientèle. Donc les résultats étaient très très positifs et satisfaisants, et grâce à ça on a pu déjà récolter pas mal de likes sur Facebook ou de followers justement sur Twitter. Et on a aussi créé une belle base de données grâce à ça. On a eu justement à peu près entre 600 et 800 personnes sur notre base de données mail. Donc on a pu les démarcher grâce à une newsletter qu'on avait mis en place. Donc c'est plein de choses qui ont fait que lors du déclenchement de la campagne de financement participatif, on avait une réelle force, on avait de quoi toucher les différentes personnes qui étaient déjà intéressées par le concept. Et c'est grâce à ça que les personnes ont pu réagir rapidement, disons. On a pu toucher rapidement ces personnes, et justement on a réussi à atteindre cet objectif en seulement 21 jours, et surtout à atteindre l'objectif, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile de faire quelque chose comme ça quand on débute, justement, quand on n'a pas grand chose à présenter encore, disons. Oui, ça restait encore un concept, il y avait vraiment tout à créer. Voilà, il n'y avait rien de fait. Et du coup, parce on dit souvent dans les campagnes de financement participatif en don, l'un des principes,
J'ai oublié de passer à la slide suivante, pardon. L'un des principes, c'est de mobiliser donc ces cercles, les cercles de contributeurs. Et donc on parle de 3 cercles. Le premier cercle, c'est vraiment vos proches et vos amis, enfin ceux qui vous connaissent et qui évidemment vous soutiendront quoi qu'il arrive. Le deuxième cercle, c'est les amis d'amis, amis des proches, parce que le premier cercle a été, les personnes du premier cercle ont été les bons ambassadeurs. Et le troisième cercle, c'est les inconnus. Et finalement, l'enjeu principal est d'arriver justement à aller toucher ce troisième cercle, atteindre ce troisième cercle pour élargir son cercle. Vous, parmi les 92 du coup, contributeurs de votre campagne, est-ce que vous savez un peu si... s'il y a du troisième cercle, alors peut-être parce que déjà il y avait des inconnus qui avaient répondu à vos questionnaires, mais quelle est la proportion entre vos fans et soutiens éternels quoi qu'il arrive et ceux qui sont inconnus parmi ces 92 contributeurs? Je pense que c'est du 50-50, honnêtement. Je pense que les vrais fans qui étaient au début sur la page Facebook du projet, parce que nous, je cite beaucoup Facebook parce qu'on travaille beaucoup avec cette plateforme, c'est quelque chose qui marche vraiment très très bien aujourd'hui. Donc je pense qu'environ 50% du financement a été financé par nos fans, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et le reste a été fait justement grâce au bouche à oreille, bouche à oreille qui peut être fait dans la vraie vie, disons, mais également en ligne, sur Facebook, en partageant l'information sur le mur Facebook avec les amis. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'est fait comme ça, je pense, et voilà. D'accord. Et alors, quel est l'accompagnement de la plateforme? Enfin, est-ce que la plateforme vous accompagne pour mettre en place votre campagne de financement participatif, par exemple dans la définition de l'objectif de financement à atteindre, ou les contreparties à imaginer? Quel est l'accompagnement de la plateforme KissKissBankBank dans le projet? Alors c'est vrai que la plateforme nous a très très bien accompagnés. Ils avaient un service, on va dire un service relationnel client qui était au top. Donc moi je me souviens, on nous a un peu coaché les premiers temps. On nous appelait par téléphone pour nous dire voilà, on peut faire ci, on peut faire ça, pour améliorer éventuellement le rendement, la visibilité du projet. Et voilà, c'était plus de l'ordre, comment bien vendre son projet en fait, comment bien mettre en page, comment mettre en avant ses idées, ce qu'on va faire, les différentes contributions. Après, on nous a juste dit de rester réaliste sur la somme à dégager, à percevoir. Ambitionner de collecter un peu plus? Honnêtement, on voulait partir sur un peu moins. Et on a été ambitieux, on s'est dit, allez, pourquoi pas, on essaye, on tente les 5000. Et puis finalement, on avait réussi. À la base, on voulait rester sur du 3000. Mais on s'est dit, voilà, c'est vrai qu'on aurait pu très bien prendre une base à 3000, parce que de toute manière, sur toutes les plateformes, vous avez un objectif à atteindre. Donc vous le fixez vous-même, il n'y a rien qui est imposé. Ça peut être de l'ordre de 100 €, 1000 €, 5000, c'est vraiment vous qui décidez. Si l'objectif est atteint, très bien, vous pouvez collecter ces fonds. Autrement, vos contributeurs sont directement remboursés à la fin du temps imparti. Donc il est vrai que logiquement, ça serait bien de garder un plafond assez bas. On peut toujours dépasser l'objectif. On peut toujours dépasser l'objectif, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est un détail important, c'est que sur la plupart des plateformes, il y a ce qu'on appelle la règle du tout ou rien. C'est pas le cas pour toutes les plateformes. Certaines fonctionnent par palier, mais quand les plateformes fonctionnent avec cette règle du tout ou rien, si vous atteignez pas 50% de l'objectif, les contributeurs sont remboursés. Donc parfois, il faut peut-être revoir un peu ces objectifs à la baisse pour être sûr de faire 100%, voire plus de 100%, que de ne pas collecter du tout de dons des contributeurs. Voilà. Après, certaines plateformes autorisent à partir de 60%, 70%, vous pouvez tout de même récupérer les fonds. Ou ça fonctionne par palier. Si j'atteins 1000 €, je peux financer ça. 5000 €, je pourrais financer ça, etc. Donc là, ça dépend un peu des plateformes, mais c'est vrai qu'il faut avoir en tête que c'est souvent la règle du tout ou rien, et donc que les 100% de l'objectif à atteindre sont importants. Exactement. Et du coup, est-ce que durant votre campagne ou après votre campagne, vous avez eu des surprises, des partenariats qui se sont noués, des médias qui se sont intéressés à votre projet que vous n'aviez pas forcément anticipé? Oui, absolument. Exactement, le projet de financement participatif a été, comme j'ai dit avant, l'étincelle qui a fait un peu
démarrer vraiment concrètement le projet, aussi bien financièrement, donc permettre de le réaliser, mais aussi bien d'un point de vue communication. Donc c'est vrai que pas mal de médias se sont mobilisés, hein, je pense à différentes radios ou encore différents journaux locaux, ce qui nous a fait prendre pas mal d'impact, encore une fois, sur les réseaux sociaux ou encore grâce aux bouche à oreille. Donc c'est à partir de là que Level Up a commencé à bien se faire connaître, que les gens ont commencé à reconnaître le projet assez facilement. Donc ça faisait très, très plaisir, ça motivait l'équipe. Et voilà, je pense que ce projet-là sur KissKissBankBank a été vraiment ce qui a pu nous faire démarquer, nous faire ressortir un peu par rapport aux autres projets et ce qui fait vraiment notre force aujourd'hui. Et alors du coup aujourd'hui, donc la campagne s'est terminée en août. Aujourd'hui vous en êtes où en est Level Up? Alors aujourd'hui Level Up se porte très très bien, on a réussi à avoir pas mal de partenariats intéressants, on a plein de choses qu'on vous cache pour l'instant, mais elles sont là, elles sont faites. Donc voilà, donc les travaux sont quasiment finis, hein, je peux finalement l'annoncer parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui avait duré depuis un petit moment à cause de différents aléas qui se sont produits dans les locaux voilà, il y a eu 2-3 problèmes, rien de bien méchant, on a réussi à résoudre tout ça sans trop de pertes. Et donc voilà, donc moi je tiens encore à remercier la communauté Level Up qui nous soutient depuis pas mal de temps maintenant, ça va faire quasiment un an en juin. Donc je remercie tous les contributeurs qui ont contribué justement au projet sur KissKissBankBank et à toutes les personnes qui nous suivent encore aujourd'hui et qui vont continuer de nous suivre. Voilà, il y a une ouverture qui est prévue prochainement ou qui reste encore... La date, malheureusement, c'est encore flou, on ne peut pas savoir. Il y a beaucoup de choses encore à mettre en place, il y a des dossiers à rendre, il y a des choses à faire pour être dans les normes. Mais je pense que ça sera vraiment très très prochainement maintenant, oui. Très bien, du coup on pourra aller prendre un verre au Level Up. Avec plaisir. Et peut-être juste pour terminer, avant de passer sur l'aspect plus près, est-ce que vous avez un conseil à donner à des potentiels porteurs de projets qui souhaiteraient lancer une campagne en don? Quel serait votre conseil? Alors le conseil, je pense, fondamental de mon point de vue finalement, c'est bien travailler sa communication. Essayez vraiment de voir si la communauté vous suit à 100%, hein, comme nous on l'a fait finalement. Il suffit juste de faire un petit sondage sur Internet, ça ne coûte rien, c'est totalement gratuit. Et voir si déjà on a des bons retours là-dessus. Si effectivement il y a des bons retours, il faut essayer de bien utiliser les différentes stats qu'on a pu acquérir grâce aux différentes personnes qui ont répondu. Et voilà, essayer vraiment de fédérer une communauté à partir de là, les faire aller sur une déterminée page Facebook, sur une page Twitter, vraiment créer un mouvement de communauté. Ça, je pense que c'est la chose impérative à faire avant toute campagne, parce qu'effectivement, on voit aujourd'hui des campagnes qui n'aboutissent pas, alors qu'il y a des projets très très intéressants un peu partout sur ces plateformes, mais c'est des personnes qui lancent ces projets avec, admettons, des pages Facebook à 50 ou 100 likes, ou vraiment des idées qui naissent comme ça d'un jour à l'autre, qui sont mises sur le net, qui sont dévoilées depuis peu de jours, et il y a déjà un projet de crowdfunding qui part derrière. Donc ça, c'est quelque chose à éviter. Il faut au moins se faire connaître un minimum sur les différentes plateformes en ligne comme Facebook, Twitter, comme j'ai répété avant. Voilà, fédérer une communauté et se lancer, je pense. D'accord. Merci beaucoup, Kevin, pour ton témoignage. On va aborder le prêt. Alors là, sur les campagnes de financement participatif en prêt, on est sur des problématiques quand même un peu différentes. On a plus en plus de plateformes de prêt. Après, ce qu'on appelle dans le jargon anglo-saxon, crowdlending. On a de plus en plus de plateformes de crowdlending, mais c'est un outil de financement qui est relativement récent, puisque avant 2014, finalement, le prêt était un monopole bancaire. Donc le financement, un particulier ne pouvait pas faire un prêt pour financer un projet avant 2014. Donc le financement participatif en prêt a vraiment permis aux particuliers de financer avec intérêt des projets, ce qui n'était pas possible avant. Donc on est sur des outils de financement qui sont un peu plus récents que les campagnes de dons, mais néanmoins qui ont bien pris leur essor depuis ces dernières années, et donc qui permettent de financer des typologies de projets évidemment assez différentes. Hein. Vous voyez sur la répartition sectorielle,
Les projets culturels sont moins concernés par le financement participatif en prêt rémunéré, puisque c'est que seulement 9% des projets. Par contre, c'est 87% des projets économiques. Donc on a beaucoup de projets de commerce et services de proximité, beaucoup de projets industriels, de projets immobiliers aussi. C'est un secteur qui se développe beaucoup dans le financement participatif, financer la promotion immobilière. Et on a également des projets d'énergie renouvelable, que ce soit des gros projets de photovoltaïque ou d'éolien ou des plus petits projets de marché bio ou ce genre de choses. Des projets agricoles également. Voilà, et donc les projets, évidemment, les projets sociaux sont un petit peu moins concernés par le financement participatif en prêt rémunéré. Sur les collectes moyennes, donc c'est 121 000 euros de collecte moyenne en prêt rémunéré. Donc on est sur des montants relativement plus élevés quand même que le financement participatif en don, avec des prêts moyens par prêteur de 310 euros et un nombre moyen de contributeurs de 447 prêteurs. Alors, pourquoi lancer une campagne de financement participatif? Parce que ça peut être une alternative à des financements plus traditionnels. Les banques sont assez frileuses pour financer du fonds de roulement, sont assez frileuses pour financer tout ce qui est immatériel. Et dans ce cas-là, les plateformes de financement participatif répondent à des problématiques d'entrepreneurs qui ont besoin de financer de l'immatériel. C'est un financement facile puisque c'est sans caution ni garantie. Donc là aussi, par rapport à un prêt bancaire qui demanderait des cautions que l'entrepreneur ne peut pas toujours fournir, le financement participatif est plus facile de ce point de vue-là et très rapide. On a vu des campagnes de financement participatif en prêt se financer en quelques semaines, quelques jours, quelques minutes parfois. Il y a des campagnes qui, à peine mises en ligne, sont financées 10 minutes après. Parce que la plateforme a une communauté de prêteurs qui cherchent à... On n'est plus du tout dans la même typologie de contributeurs, on n'est plus tellement dans l'affect, il n'y a pas tellement ces trois cercles à aller mobiliser. Là, on est sur des prêteurs qui ont un peu d'épargne et qui veulent diversifier leur épargne tout en ayant un retour sur investissement. Et donc, qui vont mettre des petites sommes dans plein de projets sur une ou plusieurs plateformes avec un ticket moyen de 310 euros, mais qui sera dans tous les cas limité à 2000 euros. Un prêteur ne peut pas prêter plus de 2000 euros sur une plateforme de prêt rémunéré. Réglementairement, c'est pas possible. Et c'est aussi dans l'idée des plateformes, c'est aussi d'inviter les contributeurs à diversifier leur financement pour réduire le risque. Donc cette limite est de toute façon, on le voit avec le prêt moyen à 310 euros, elle est quand même assez respectée. C'est un outil de commercialisation aussi, de la même manière que la campagne de don peut être un outil de communication. Là, on a un outil pour rendre visible son projet et faciliter la commercialisation. Et ça peut créer des effets de levier sur du prêt bancaire, sur des subventions, sur des financements plus traditionnels. Voilà, la banque va bien vouloir financer votre projet à hauteur de 50%, 70%, pour aller chercher les 30% restants pour pouvoir accéder au prêt bancaire. Vous allez pouvoir passer par le financement participatif. Voilà un peu les intérêts d'une campagne de financement participatif en prêt. Et donc, pour rentrer un peu dans le concret, on va voir avec Pierre-Louis la campagne qu'il a menée. Alors, la campagne qui s'appelle Les Cochons Bio de Pierre-Louis. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour. Alors, toi, Pierre-Louis, donc tu as 25 ans. C'est ça. Et tu as... Alors, j'avais noté campagne en cours, mais alors, elle n'est plus en cours, hein, elle est finalisée parce qu'elle a trop bien marché. Donc, je ne suis plus à jour. Donc, campagne qui s'est terminée en 18 jours, en financement participatif, en prêt rémunéré. Et donc, tu as demandé 55 000 euros rémunérés à 2% pour le prêteur sur 5 ans. C'est ça. Alors, à quoi va servir ce prêt? Quel est ton projet? Alors, mon projet, donc, au-delà de mon installation comme agriculteur en élevage de cochons bio, l'objectif de ce financement, c'est de financer une partie de mon fonds de roulement, donc l'argent nécessaire à alimenter mes cochons sur un an, globalement, en attendant que je puisse vendre les produits de mon élevage et
payer mes charges. Donc j'ai un besoin de créer de l'immobilisation pour avoir de la valeur ajoutée. Donc j'avais ces besoins de 40 000 € pour cela et 15 000 € en plus pour acheter un véhicule frigorifique, car j'ai apporté à cette entreprise une activité d'artisan boucher que j'avais depuis 2 ans. Donc pour la développer, j'avais besoin d'un équipement matériel que j'ai choisi de financer avec la campagne. Voilà. Et du coup, pourquoi avec la campagne et pas avec un financement plus traditionnel? Alors le choix de la campagne donc par Internet, c'était pour sa flexibilité, donc le choix du montant donc en parallèle avec la plateforme, et de l'autre côté par rapport aux possibilités d'amortissement. Donc je souhaitais, dans le cadre de ma reprise, tout ce qui était de l'amortissement sur du long terme et du moyen terme, le faire avec une banque, car la plateforme elle est limitée à faire un prêt sur 7 ans aussi. Donc ce qui me limitait dans mes possibilités d'amortir les investissements. D'accord. Et du coup, sur quelle plateforme tu as mené ta campagne et comment tu as trouvé cette plateforme? Donc, généralement, dans le milieu agricole, il y a 2 plateformes qui sont utilisées. Donc, Bluebees, c'est la plus petite. Le choix de Bluebees, ça a été fait par le réseau que j'ai sollicité, qui s'appelle Ferme d'Avenir, donc qui va faire la promotion d'une agriculture à taille humaine et du coup, dans son environnement, ils ont donc cette plateforme qui va aider à financer des projets comme le mien, sur lesquels les banques conventionnelles sont plutôt frileuses. Voilà. Donc Bluebees est membre du réseau Ferme d'Avenir. C'est ça, donc le président de Bluebees est également le président du réseau Ferme d'Avenir. Voilà. D'accord, donc plus pour l'affect et les valeurs portées par la plateforme Bluebees. Voilà, surtout par rapport aux valeurs qui sont derrière cette plateforme. Donc dans le cadre du projet de l'exploitation, le projet de la ferme, d'être en agriculture biologique, je fais le choix de me tourner vers des acteurs de ce secteur. Voilà. D'accord. Et alors du coup, donc, j'avais regardé la campagne à 53 jours avant la fin annoncée de la collecte. Et du coup, vous aviez collecté 19 000 €. Donc en une semaine. Hein, voilà. Du coup, ça faisait une semaine que la campagne était lancée. Donc 19 000 € en une semaine auprès de 119 prêteurs. Donc ça faisait une moyenne de 161 € par prêteur. Et j'ai regardé la campagne après 7 jours seulement plus tard. Et là, vous aviez collecté 47 000 €, donc 28 000 € de plus, auprès de 204 contributeurs. Donc ça fait là plutôt une moyenne de 231 € par prêteur versus 161 € 7 jours plus tôt. Comment est-ce que vous analysez peut-être ces montants plus importants? Donc, il me semble que donc, par rapport à la durée de vie de la campagne, donc là qui s'est passée sur 18 jours pour lever les fonds, il y a eu différents temps. Donc en termes par rapport au lancement et à la communication qu'on a fait dessus, donc que ça soit par les newsletters qu'envoie Bluebees auprès de ses prêteurs, on va dire fidèles, et aussi en parallèle par mon réseau, ma page Facebook qui m'a aussi beaucoup servi, où qui était existante grâce à mon activité d'artisan auparavant. Donc on va dire c'est l'imbrication des différents réseaux qui va faire accélérer ou pas la campagne. Voilà. Comment on va mobiliser son capital clientèle existant ou pas. Et peut-être du coup la confiance aussi avec des premiers prêteurs. Peut-être que les prêteurs qui arrivent plus tard sont plus, j'allais dire généreux, c'est pas de la générosité parce qu'ils attendent quand même un retour sur investissement, mais ils sont peut-être plus confiance pour mettre des tickets plus importants. Donc par rapport à... Je n'ai pas assez de recul pour... Vous savez un peu quel est le montant moyen du coup au bout des 18 jours le montant moyen du prêt? Au bout des 18 jours, donc la part de contribution des participants, j'ai pas la moyenne, j'ai pas fait de statistiques là-dessus, mais voilà, il y a eu un temps fort à partir du moment où Bluebees a fait son mailing auprès de ses prêteurs. Là, il y a vraiment eu des gros billets qui sont arrivés, qui ont été posés, des 1 000 € qui venaient donc
très vite remonter, voilà. Oui, du coup, la communauté de prêteurs de la plateforme est importante pour mener à bien sa collecte. Oui, c'est ça. Il faut que la plateforme soit... C'est une des choses sur laquelle Bluebees me disait que ça allait passer, que ça allait très bien se passer. Donc, par rapport à la plateforme, eux, ils savent quelle est la typologie de leurs prêteurs, sur quel type de projet ils aiment bien prêter. Et donc, avec le projet avec lequel je suis venu sur la plateforme, ils savaient que ça allait rencontrer tout de suite l'intérêt par rapport à leur communauté. Et donc, au travers des messages de soutien qui me sont laissés, il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissaient dans ce que je menais, aussi bien par le volet élevage, le côté biologique et également le côté charcuterie traditionnelle, les bonnes fumaisons. Voilà. Et est-ce que du coup, vous savez qui sont ces prêteurs ? Est-ce qu'il y a beaucoup de prêteurs qui sont de votre entourage ou est-ce que c'est justement beaucoup de la communauté Bluebees ou des inconnus et qui y sont? Est-ce que c'est des gens de la région ou pas forcément? Vous savez un peu ou pas? Donc j'ai quand même beaucoup de Parisiens dans la communauté de prêteurs. Donc comme Bluebees est quand même basé à Paris et comme c'est une petite plateforme, elle marche beaucoup donc avec sa petite communauté locale, mais avec des contributions qui viennent de l'étranger aussi. Donc notamment des Suisses, des Luxembourgeois. Bon, ça reste assez local, on va dire, mais voilà, donc au terme de la campagne, on a le listing de tous les prêteurs, donc on a les montants, on a leur adresse pour les remercier également. Donc il y a quand même la majorité, c'est des inconnus pour moi. Voilà, je vais dire les 3/4 des 238 contributeurs sont quand même des étrangers pour moi. Bon, l'étaient, car maintenant ils ont contribué et j'ai tous leurs noms et je les ai vivement remerciés. Voilà. Et du coup, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un peu, justement, pour une campagne de prêt, quelles sont les différentes étapes? Qu'est-ce que vous avez demandé Bluebees comme information pour vous accorder de lancer une campagne de prêt? Alors, le déroulement, moi, de ma campagne, ça a été déjà... Le commencement, ça part par un refus d'une banque qui m'avait dit que mon projet était très bien, qu'ils allaient me suivre. Et... voilà, on appelle, pas de nouvelles. Une semaine plus tard, on rappelle, toujours pas de nouvelles. Donc au bout de 3 semaines, on les appelle, on leur dit bon, qu'est-ce qui se passe là, on travaille ensemble ou pas? Ah ben en fait, on va pas vous suivre sur votre projet. Donc ça coupe un peu les pattes au début. Et on se dit on va essayer de mobiliser son réseau. On voulait initialement partir sur le réseau avec la banque avec laquelle on travaille déjà, qui connaissent notre activité, qui ont financé nos études, qui ont financé notre première entreprise. On se dit, bon, on va continuer sur la deuxième entreprise, mais voilà, ça embraye pas. Donc j'ai sollicité mon réseau, donc notamment Ferme d'Avenir, qui m'a donner les contacts directement de Bluebees. J'ai appelé Bluebees dans la foulée et on a convenu d'un rendez-vous une semaine plus tard pour se rencontrer en face à face pour que j'explique mon projet, montrer mes motivations. Donc, durant cette semaine, j'ai envoyé tout ce qui était mon plan d'entreprise que j'ai réalisé avec la Chambre d'agriculture de la Moselle. Donc j'avais déjà un socle solide en termes d'études. J'apportais également une clientèle par mon activité d'artisan boucher. J'apportais la clientèle et le marché qui était existant et l'expérience que j'ai dans le secteur. Donc en parallèle, je suis formateur en agroalimentaire pour le lycée agricole de Bar-le-Duc en Meuse. Donc voilà, j'apportais ces garanties de sérieux donc avec les études. Donc quelque chose d'assez que j'avais essayé de travailler depuis plusieurs années avant de me lancer sur ce projet agricole, donc grâce à différents intermédiaires. Et donc j'ai donné tous ces éléments au niveau de la plateforme. Donc ils ont jugé du sérieux déjà là-dessus. Également sur la volonté du projet, donc comme je vous disais, sur un secteur pour lequel ils avaient un très bon feeling. Donc il y a ce côté où il faut faire confiance à la plateforme avec laquelle on va être en relation. Donc on doit la choisir, mais elle aussi doit nous choisir. Il faut que le courant passe. Et après, une fois qu'on a fait le filtre sur le fond, on va s'attaquer à la forme. Donc à tout ce qui est la rédaction de la page,
de la page de la campagne. Donc moi j'ai souhaité me la faire moi-même. J'ai pas donné mes informations, on va dire en direct. J'ai pas externalisé ça. Donc j'ai fait moi-même et j'ai soumis à la relecture en fait auprès de la plateforme qui me conseille quand même sur les mises en forme, sachant que je voulais qu'il y ait exactement mes éléments qui apparaissent avec mes tournures, car ça avait une importance assez forte pour moi. Comme voilà, c'est mon projet, c'est très viscéral. Voilà. Et du coup, sur le taux d'intérêt, comment est-ce qu'il est fixé? Donc le taux d'intérêt avec Bluebees de 2% du coup. Donc sur 2%, c'est par rapport à la durée et par rapport au remboursement. Voilà. Donc moi je serai sur un remboursement mensuel avec un différé de 6 mois et donc sur 5 ans de remboursement, ils sont sur ces taux, voilà, à 2%. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu un peu la même question que ce que j'ai pu poser à Kevin, mais est-ce qu'il y a eu des retombées par rapport à votre campagne que vous n'aviez pas anticipées? Donc en fait, la campagne, elle est très récente. Hein. Pour moi, elle a été lancée fin février, donc il y a 6 mois d'écart, on va dire, avec Kevin. Donc il peut encore avoir des retombées, mais déjà, donc il y a la Chambre de commerce qui m'a sollicité pour intervenir, comme c'était dans l'actualité vraiment. Et en parallèle, donc au sein des contributeurs, j'ai eu des mails en me disant, voilà, il y aurait éventuellement des synergies qui pourraient se faire entre nos projets, donc plus via de la restauration. Mais voilà, je suis sur un projet qui se mène sur du long terme avec des cycles de production qui sont assez longs, 6 mois, 1 an. Donc le temps que j'ai des produits commercialisables, voilà, il faut se laisser du temps. Voilà. Mais potentiellement d'autres partenaires parmi ceux qui ont soutenu le projet. Oui, donc le volet communication, donc avec la force d'Internet, donc d'avoir en quelque sorte une vitrine en plus de l'effet juste bancaire, comme si on va avoir une banque directement, on va avoir juste un face-à-face avec son banquier, on ne va pas toucher 238 contributeurs, plus tous ceux qui auront vu la page et qui n'auront pas contribué. Donc ça nous aide à nous faire connaître, ça aide à faire de l'animation sur notre entreprise. Donc moi, sur ma page Facebook, ça m'a permis de faire des publications, de faire relayer. Il y a eu beaucoup de partages. Je pense que j'ai eu un impact positif par rapport à la communication et qui va se traduire par des débouchés commerciaux pour mes productions par la suite. Oui. Et du coup, entre le moment où vous avez eu cet échange téléphonique avec la plateforme Bluebees et le moment où la campagne s'est lancée, il s'est passé combien de temps? Il s'est passé 2 mois à peu près, voilà. 2 mois quand même. Donc oui, 2 mois on va dire, où j'ai choisi aussi le tempo du démarrage, voilà. Donc on a lancé la campagne juste la veille du salon de l'agriculture aussi. Donc, oui, il y avait une stratégie en termes de timing pour lancer la campagne. Voilà, donc aussi moi en termes d'astreinte en temps pour rédiger tout le support. Il faut faire un premier brouillon, il faut faire un affinage. Je l'ai soumis au niveau de mon entourage pour parfaire les choses. Et avec une fin d'année qui est quand même assez chargée, donc avec mon ancienne activité d'artisan et le début de l'année qui est plutôt calme, il faut réussir à prendre un bon tempo, un bon rythme pour lancer les choses et les faire correctement. Oui, et être disponible pendant la campagne. Voilà. Donc la disponibilité dans la campagne, je ne l'ai pas beaucoup senti. C'est pas comme une campagne de dons où il faut être là, où justement il faut de soi-même aller sauter à chaque fois, comme on disait, les cercles, aller au 3e cercle. Vis-à-vis des échanges que j'ai eus avec d'autres personnes qui avaient fait des campagnes, donc plus sur du don, et ils me disaient que c'était lourd en communication à faire du coup relancer les gens, répondre aux mails, il fallait vraiment être présent, alors que sur la campagne de prêt, c'est parti, en 18 jours j'ai levé 55 000 € et ça allait très très vite, voilà. Et vous avez la possibilité d'échanger avec les prêteurs, les internautes de la plateforme qui posent des questions sur votre projet? Donc ils ont sur la page, ils ont mes coordonnées, donc ils peuvent me contacter. Donc j'ai eu des personnes qui m'ont contacté pour me demander justement
si c'était obligé de passer par du prêt et pas par du don. Donc il y a des gens qui voulaient me donner alors que moi je leur demandais juste qu'ils me prêtent, donc que j'allais leur rembourser. D'autres me disaient non, on veut te donner. Donc j'ai eu 5 personnes qui m'ont sollicité directement pour effectuer un don. Et voilà, sinon j'ai pas eu plus de demandes que ça. Mais au terme donc, de la campagne, quand j'ai les mails, je peux avoir les coordonnées j'ai les coordonnées de tout le monde. Voilà. Du coup, de futurs clients. Voilà. Potentiel. Très bien. Et du coup, alors, même question, peut-être avant de conclure sur la partie prêt, c'est quoi le bon conseil pour une campagne de financement participatif en prêt ? Avoir un projet qui plaise à la plateforme, avoir une plateforme qui croit dans le projet et qui arrive à avoir le bon feeling. Donc à dire en un mois au plus, on va lever tous tes fonds. Ça c'est vraiment le conseil, c'est d'avoir la plateforme, que le courant passe bien et que eux croient dans le projet, parce que c'est eux qui ont la connaissance de leur communauté, et pas qu'ils soient forcés de rajouter 30 jours parce qu'on n'a pas levé assez de fonds en 60 jours. On peut un peu rallonger les délais, mais s'il n'y a pas le souffle, s'il n'y a pas l'énergie dans le projet, c'est compliqué à aller au bout. Merci beaucoup. Oui, parce que c'est vrai que les plateformes ont un filtre. Alors, Bluebees en plus c'est spécialisé, mais les plateformes qui sont plus généralistes ont des filtres pour accepter ou non les projets qui sont quand même assez stricts. Donc il y a peut-être 2-3% des projets qui seront in fine mis en ligne sur la plateforme, parce que c'est vrai que le projet doit être sérieux et bien construit, et que pour le coup on n'improvise pas une campagne de financement participatif en prêt. La plateforme évalue les capacités d'autofinancement, de remboursement de l'entreprise. Là, sur Bluebees, les taux d'intérêt sont relativement faibles. C'est vrai que la moyenne sur des campagnes de financement participatif en prêt, le taux d'intérêt en général est plutôt de l'ordre de 8% pour les prêteurs. Donc c'est évidemment attractif pour le prêteur parce que c'est aussi très risqué. C'est aussi des coûts pour le porteur de projet. Après, c'est à mettre en perspective avec la rentabilité du secteur d'activité dans lequel on va être. Et si on arrive à apporter des garanties sur la rentabilité du projet, c'est quand même 2% par rapport à ce que certaines banques peuvent prêter, c'est un peu plus haut. Par rapport à d'autres, c'est un peu plus bas. Mais à mon avis, c'est un bon compromis entre les garanties qui sont demandées. Donc, il y a 0 hypothèque, il y a juste une garantie en termes de sérieux qui est donnée. Et il n'y a pas un banquier qui va demander, si vous voulez de l'argent pour travailler, il va vous demander d'en avoir déjà. Donc, pourquoi demander au banquier d'avoir de l'argent ? C'est un peu le système qui est un peu paralysé par... c'est un peu un paradigme. Vous avez besoin d'argent pour travailler, on vous demande déjà de l'avoir. Mais... c'est une bonne alternative d'avoir ces plateformes aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Alors, finir un peu le tour d'horizon du financement participatif. On a aussi du coup des plateformes de financement participatif en investissement en capital, donc equity en anglais. On est très anglophone dans le secteur, et je m'en excuse. Donc, campagne de financement participatif en investissement. On a un outil donc, qui permet d'être, en fait, un peu de la même manière que le financement participatif en prêt. On a un outil qui permet d'être une alternative, d'aller diversifier ses sources de financement, de bénéficier aussi de l'expertise de la plateforme. Certaines plateformes sont spécialisées dans une typologie de projet, sur l'investissement, sur l'immobilier, sur les énergies renouvelables, sur les startups dans l'innovation, etc. C'est un outil de commercialisation également, et c'est un outil de démocratisation. Alors là, plutôt côté contributeur, parce que tout à chacun peut être actionnaire d'une entreprise, investir dans le capital d'une entreprise à partir de 100 euros, de 1000 euros, sur des petits montants. On peut investir dans des entreprises non cotées, et on n'est pas obligé d'avoir un gros portefeuille et de s'y connaître en bourse pour être actionnaire d'une entreprise. Donc c'est un bel outil de démocratisation du financement et d'éducation aussi, en tout cas je trouve, d'éducation à la finance des citoyens. Les collectes moyennes donc, sont de l'ordre de 418 000 euros.
Alors, c'est des montants qui vont plutôt en augmentant parce que avant octobre 2016, les plateformes ne pouvaient pas collecter plus de 1 million d'euros. Donc, il y avait déjà il y avait un seuil et qui a été augmenté à 2,5 millions d'euros. Donc, les plateformes sont en mesure de prendre des projets beaucoup plus, des entreprises aussi beaucoup plus importantes. Enfin, en tout cas, d'avoir une diversité de typologies d'entreprises parmi les projets qu'elles proposent. Les investissements moyens sont de 7 700 euros. Donc, pareil, on est sur des tickets qui sont importants. Là, pour le coup, il n'y a pas de seuil. L'investisseur qui va vouloir investir dans le capital de l'entreprise va devoir passer En fait, on est sur des sites internet d'accès progressif. Donc, un investisseur ne va pas pouvoir investir 10 000 euros en 2 clics. Il va devoir indiquer qu'il a compris les risques, qu'il est en mesure de perdre potentiellement cette épargne, etc. Donc, on est sur des plateformes sécurisées. Et le nombre moyen de contributeurs, c'est 78. Et donc là, évidemment, on a, en termes de secteurs financés en investissement en capital, on a évidemment perdu les secteurs sociaux et culturels. On n'est que sur des secteurs économiques, des entreprises plus classiques. Donc après, dans tout type de secteur, que ce soit le commerce, l'industrie, la santé et la recherche aussi beaucoup, et la technologie, tout ce qui est nouvelles technologies. En fait, il y a pas mal de startups innovantes aussi qui font appel au financement participatif. Donc là, on a l'entreprise Poetis qui a fait une levée de fonds en décembre 2015. Elle a collecté près de 1 million d'euros sur la plateforme WeSeed auprès de 800 contributeurs. Donc en fait, elle a 800 personnes qui croient dans le projet et qui ont envie de la suivre. Donc de la même manière qu'on a pu le voir précédemment, ça reste un argument non négligeable de dire en fait j'ai quand même 800 nouveaux actionnaires à mon board, et donc c'est 800 personnes qui croient dans le projet. Donc c'est un argument fort pour l'entreprise Poetis. C'est une entreprise de biotechnologie qui est leader français de l'impression 3D de tissus biologiques. Et donc pour eux, l'objectif de cette campagne de financement, c'était de valider leurs premiers produits et de les commercialiser auprès d'industriels. Donc en fait, ça leur permettait, au-delà d'aller chercher les financements, ça leur permettait aussi d'avoir une vitrine très transparente pour présenter leur projet et le présenter de manière pédagogique pour qu'il soit compris des internautes et de la communauté d'investisseurs de WeSeed. Donc ça, en fait, ça permet aussi, c'est aussi un atout à faire valoir pour le porteur de projet, c'est que du coup il apprend à être pédagogue pour expliquer son projet au grand public. Et les plateformes sont là pour les accompagner aussi à démocratiser le langage et à être audible des internautes et des investisseurs potentiels. Donc voilà, l'idée c'était de commercialiser le produit et puis d'obtenir une assise pour engager de nouveaux développements industriels par la suite. Ils avaient aussi pour objectif d'embaucher d'ici 2017 8 nouveaux salariés. Donc ils avaient 18 salariés et donc augmenter l'équipe avec 8 nouveaux salariés. Alors je sais, l'entreprise s'est bien développée. J'ai pas l'information, savoir si les 8 salariés ont été effectivement embauchés ou pas. Mais l'entreprise s'est bien développée et elle est revenue sur la plateforme en 2017 pour faire une levée de fonds de 1,2 million d'euros. Donc voilà, c'est un outil de financement qu'elle a bien intégré et sur lequel elle continue à s'appuyer. Sachant que la levée de fonds en 2015, donc les 950 000 euros collectés, c'était une partie d'un financement plus important. L'entreprise Poetis a levé au total 2,5 millions d'euros. Donc elle est allée solliciter ses actionnaires historiques, elle est allée solliciter des business angels, des prêts BPI France, des subventions, etc. Et en complément, le grand public via cette levée de fonds sur la plateforme WeSeed. Voilà pour un exemple de financement en capital. Alors, de la même manière, ça demande l'entreprise, il y a toute une due diligence qui est faite par la plateforme qui évalue la capacité de l'entreprise à lever les fonds, s'il y a un marché ou pas, quelle est la concurrence, quelle est la gouvernance de l'entreprise. Donc ça prend évidemment un peu de temps, c'est moins
c'est moins rapide de faire une levée de fonds sur une plateforme d'investissement en capital peut-être que sur du prêt ou du don, dans la mesure où il y a une étude très approfondie de l'entreprise et de ses perspectives, d'évaluation de la valorisation, de la constitution du pacte des actionnaires, etc. Et les plateformes sont là pour accompagner le porteur de projet dans la mise en place de cette levée de fonds. Ensuite, il y a deux typologies, je pense que c'est intéressant de savoir ça. Il y a deux fonctionnements différents des plateformes. Certaines fonctionnent avec des holdings intermédiaires, c'est-à-dire qu'elles vont créer une holding qui va rassembler l'ensemble des petits contributeurs. C'est important de le savoir parce que du coup, quand on a 800 nouveaux actionnaires à son board, ça peut faire un peu peur. Donc souvent, quand en fait la plateforme propose des très petits tickets d'entrée, par exemple à partir de 100 €, vous pouvez devenir actionnaire. Le risque en effet, c'est d'avoir, alors ça peut être très bien, mais c'est pas toujours évident d'accueillir une centaine de nouveaux actionnaires à son board. Et dans ce cas, la plateforme crée une holding intermédiaire qui rassemble l'ensemble des petits actionnaires et donc elle représente auprès de l'entreprise cette communauté d'actionnaires. Après, certaines plateformes fonctionnent en direct. Généralement, les tickets d'entrée, les tickets d'investissement vont être un petit peu plus importants. Ce sera plutôt 1 000 € le ticket minimum. Et dans ce cas-là, l'investisseur est en direct dans le capital de l'entreprise. Voilà un peu sur les deux types de fonctionnement différents. Simplement pour récapituler un petit peu ce qu'on a pu se dire, pour recenser les clés de succès d'une campagne de financement participatif. Évidemment, l'une des clés de succès, c'est de bien présenter son projet. Le projet doit être incarné. C'est notamment en fait, c'est le cas pour le don, le prêt et l'investissement. C'est-à-dire qu'on doit savoir qui est derrière le projet. C'est pas juste un projet, c'est une équipe. Et on aime bien, quand on est contributeur, savoir qui est l'équipe, quelles sont leurs expériences, leur historique, qu'est-ce qui les a amenés là. Donc il faut que le projet soit incarné, il faut être transparent, on explique à quoi vont servir les financements, et il faut être créatif. Alors là, c'est plutôt pour le don, parce que le prêt et l'investissement en capital demandent un peu moins de créativité. Mais c'est vrai que vous voyez le nombre de plateformes qui existent, le nombre de projets qui font appel au financement participatif sur les plateformes. Je ne pense pas qu'il y ait une foule de généreux donateurs qui attendent qu'un projet sorte pour faire un don sans forcément connaître le porteur de projet. Donc il faut savoir attirer, il faut faire preuve de créativité, aller trouver des contreparties un petit peu originales, un peu innovantes, voilà, donner envie. Le timing aussi peut être important, parce que c'est ce qu'on a vu avec ton projet. Tu l'as lancé au moment du salon de l'agriculture, à un moment où une fois que tu avais pu être disponible pour rédiger tout le projet, toute la page. Donc voilà, il faut bien penser à sa disponibilité avant de lancer sa campagne et la lancer au bon moment. On a la moitié de... Il y a un petit problème d'image. Voilà. Ensuite, l'objectif de la collecte, donc ça, c'est ce qu'on a pu voir notamment sur le don, avec le fait qu'il faut atteindre 100% de son objectif. Il faut que le montant à collecter réponde à un besoin réel. Néanmoins, il ne faut pas être trop gourmand pour ne pas risquer que la collecte soit un échec. Et il faut aussi prendre les coûts associés à la campagne de financement participatif. Donc toi, Kevin, tu disais finalement la campagne était beaucoup pour financer les soirées prévues. C'est vrai que c'est un aspect non négligeable en fait. Tout ce qui va être outil de communication, si vous en avez besoin. Alors Kevin, toi, tu as eu la chance d'être bien accompagné là, pour tout ce qui est outil de communication, mais c'est important d'avoir, notamment sur une campagne en don, d'avoir une jolie vidéo, des jolies photos. Donc ça peut demander un coût aussi de développer les outils de communication, de développer les pages Facebook, etc. Donc il faut prendre en compte tous ces coûts associés. Et il y a aussi évidemment le coût de la plateforme qui sont à calculer dans le calcul du besoin de financement final. Et enfin, donc, tout ce qui est communication et suivi du projet post-campagne, c'est ce qui a déjà été dit, mais les contributeurs sont des ambassadeurs,
des gens qui croient dans votre projet et sur qui il faut capitaliser et donc les embarquer dans l'aventure après la campagne et pas seulement et pas les solliciter seulement pour un financement à un instant T. Voilà un peu moi mes clés de succès pour une campagne de financement participatif. Ça vous semble relativement exhaustif? Bon, pour ma part, je suis d'accord. Il en manquerait un? Pour ma part également, oui, mais comme avant, j'appuie vraiment sur le côté communication. Pour moi, c'est vraiment l'élément clé, quoi. Oui, pour la campagne de dons, Voilà. ça joue en effet énormément sur la réussite d'une campagne. Alors simplement, du coup, on l'a un peu dit, il existe de nombreuses plateformes. J'ai dit 170 plateformes qui sont référencées. Ça veut dire qu'elles ont soit le statut d'IFP, donc c'est intermédiaire en financement participatif. En fait, il existe 2 statuts spécifiques au financement participatif. C'est une réglementation qui a été créée pour le crowdfunding, qui a été mise en application en octobre 2014. Et donc cette réglementation a créé 2 statuts. Le statut d'intermédiaire en financement participatif, qui est le statut pour les plateformes de dons et de prêts, et le statut de conseiller en investissement participatif, qui est le statut pour les plateformes qui font des titres financiers. Donc de l'investissement en capital, de l'investissement obligataire, ou également du mini-bon, ce qui n'est pas un titre financier, mais ça se retrouve quand même dans cette réglementation, allez savoir pourquoi. Voilà, donc les plateformes de dons, de prêts et d'investissement, toutes les plateformes françaises doivent être régulées. Et donc vous voyez, elles doivent afficher sur leur homepage, leur site, le macaron avec la Marianne qui précise qu'elles sont immatriculées. Elles ont un numéro d'identification ORIAS qui permet de s'assurer que elles n'ont pas juste affiché le macaron pour faire semblant, mais elles sont effectivement enregistrées sur le site de l'ORIAS qui recense tous les intermédiaires en banque et assurance. Donc voilà, c'est une première chose quand on choisit une plateforme, que ce soit côté porteur de projet ou côté contributeur, c'est évidemment de s'assurer que c'est une plateforme qui est réglementée. Réglementée soit par l'ACPR, donc l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour ce qui est du prêt ou du don, soit par l'autorité des marchés financiers pour ce qui est de l'investissement. Voilà, en termes d'outils aussi pour aider à identifier là où les plateformes les plus adéquates, BPI France a lancé un portail qui s'appelle tousnosprojets.fr qui en fait permet qui recense un certain nombre de projets. Je crois de mémoire, il y a 37 plateformes qui sont référencées sur le portail tousnosprojets.fr et donc qui remontent les projets qui sont en ligne, qui sont en cours sur leur propre plateforme, sur ce portail. Et en fait, ça vous permet, si vous voulez, de filtrer selon des critères. Voilà, vous avez un projet dans l'agriculture, vous allez cocher la case secteur agricole, vous allez voir un peu quels sont les projets qui sont en financement en ce moment et voir quelle est la plateforme, sur quelle plateforme ils vont lancer leur collecte, donc sur Bluebees, sur Mimosa, parce que c'est des plateformes qui sont dédiées au secteur agricole. Donc ça vous permet un peu de filtrer et de voir des projets qui sont à peu près similaires aux vôtres. Et ensuite, évidemment, vous avez les membres de Financement Participatif France. Donc aujourd'hui, c'est 70 plateformes en dons, prêts, investissement. En fait, les plateformes qui sont adhérentes, c'est une adhésion volontaire. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas 170 plateformes membres, mais 70. Mais les plateformes qui sont membres de l'association s'engagent sur une charte de déontologie. Et elles bénéficient d'une veille sur tout ce qui est réglementation, de formation, de mise en commun de bonnes pratiques qui sont opérées par l'association. Donc c'est un gage de sérieux aussi supplémentaire. Et par ailleurs, on met en place des outils type cartographie pour identifier les plateformes qui existent. Voilà un peu pour vous donner des pistes pour identifier là où les bonnes plateformes. Je vous propose de passer aux questions. Alors les plateformes, la plupart c'est une commission sur les fonds collectés. Sur les plateformes de dons, on est à peu près sur du 8% de commission. C'est ça, hein, sur KissKissBankBank.
8% de commission sur les fonds qui sont collectés par le porteur de projet. Sur les plateformes de prêt, on sera plutôt de l'ordre de 3-4% de commission sur les fonds collectés. Sur les plateformes d'investissement, après, ça dépend beaucoup parce que, ça dépend un peu du fonctionnement de la plateforme. Soit elle a des frais fixes parce qu'elle fait toute une due diligence, donc elle vous envoie un rapport et il faut compter, je ne sais pas, 1000, 5000 euros de frais fixes au départ. Et puis ensuite, il y a un pourcentage sur la collecte. Il peut y avoir aussi un pourcentage sur les plus-values à la sortie, ce qui veut dire aussi que la plateforme croit dans votre projet et espère qu'il y aura une sortie très positive. Et voilà, ça dépend un peu des plateformes. Alors, ils n'existent pas beaucoup en France, les avantages fiscaux, surtout en ce moment. Non, sur les plateformes, alors les plateformes de dons, si c'est une association, c'est la règle du don, du mécénat classique. Si vous êtes une association habilitée à émettre des reçus fiscaux, que vous passiez par une plateforme de crowdfunding ou par un autre moyen, ça reste du don éligible. Donc le donateur peut recevoir un reçu fiscal. Sur le prêt, il n'y a pas d'avantage fiscal. Si ce n'est, pareil, ça a été un travail aussi de plaidoyer qui a été mené, que vous pouvez compenser les pertes sur certains prêts, des revenus collectés par ailleurs sur les prêts en financement participatif. Vous pouvez compenser les pertes sur les bénéfices des prêts que vous avez financés en financement participatif. Et sur l'investissement en capital, pareil, c'est de l'investissement standard, donc il y avait la possibilité pour les entreprises, surtout que c'est des entreprises non cotées, beaucoup étaient éligibles à l'ISF. Maintenant, c'est plus tellement d'actualité, mais c'est éligible à l'impôt sur le revenu, au PEA, PME, de la même, comme le financement participatif est juste un outil. Les règles de fiscalité ne changent pas tellement. En tout cas, pas encore aujourd'hui. Que ça marche avec 2%, moi je trouve ça bien, que 2%. Je me dis qu'aujourd'hui, avec une conjoncture d'un livret A il a 1,25 je crois, le livret A 0,75, voilà. Alors quand on a des petites, quand on a un livret A qui est plafonné, je crois, 24 000 euros ou quelque chose comme ça. Ouais, non. Dans les eaux là, quoi. Voilà, un bon 20 000 euros. Si on veut diversifier sur un projet qui nous plaît, dans lequel on se reconnaît, on va un peu, je vais dire, s'accomplir personnellement au travers d'un peu d'argent qu'on va placer sur un projet qu'on apprécie. On aura une petite rémunération, mais c'est le côté, à mon avis, plus sentimental qui est là derrière, plutôt que le côté rentabilité où on pourrait toucher du 8% sur des plateformes beaucoup plus sur d'autres financements participatifs, mais voilà. C'est effectivement ce que j'avais vu de l'ordre de 8%, et c'est peut-être ceux-là qui partent au bout de 10 minutes aussi. Oui. C'est vrai que c'est une typologie de projet un peu différente. On sera sur des projets qui sont plus industriels et commerciaux, et qui en effet ont des taux d'intérêt plus importants. Après, j'ai toujours mettre le bémol, comparer avec le livret A, c'est toujours un petit peu risqué. On n'est pas sur les mêmes risques, donc évidemment, les taux d'intérêt peuvent être très, très élevés, parce que le risque peut être élevé aussi pour le prêteur. Il y a un risque de perte totale ou partielle de son investissement, et les projets partent très vite parce qu'en effet, les prêteurs vont mettre. Il y a peu de projets en même temps sur les plateformes, parce que ça demande les plateformes doivent s'assurer que les projets sont fiables, donc ça demande beaucoup de filtres. Donc elles n'ont pas des beaux projets toutes les minutes à mettre en ligne. Et du coup, la communauté de prêteurs va en fait assez vite prêter sur tous les projets qui sont en ligne pour diversifier le risque aussi. C'est pour ça, je pense, que les projets partent très vite aussi.
Après, juste pour revenir sur mon expérience, en même temps que moi, il y avait un projet sur une ferme pour faire des algues qui demandait un montant similaire au mien. Sur ce projet, ils ont dû lui rajouter des journées pour le financement parce que c'est un projet qui ne rencontrait pas son public aussi. Même si c'était un projet que la plateforme trouvait bien, pour la communauté, ce n'était pas le même ressenti, il n'y avait pas le même intérêt que sur mon projet, par exemple. La plateforme sélectionne les projets. Vous aurez le même. Enfin, il y a un contrôle des projets, que ce soit côté investisseur évidemment, côté prêteur. L'analyse faite par la plateforme sur les projets qu'elle va mettre en ligne, elle est relativement similaire à l'analyse que va faire un banquier pour évaluer le montant du prêt qu'il va vous octroyer. On est quand même sur une analyse financière assez classique et voilà, au même titre qu'un prêt bancaire. Donc après, le prêteur va être on peut plus facilement financer un projet en 2 clics sur une plateforme de prêt parce qu'il n'y a pas cet accès progressif qui vous demande de vérifier, de mentionner que vous avez bien compris les risques, etc. Parce que vous ne pourrez jamais prêter plus de 2 000 € par projet. Et vous êtes obligé de diversifier. Là où un investisseur, il y aura toujours une même analyse du projet. Plus sur le long terme, évidemment, parce que là, on parle d'investissement à 7 ans. Mais l'investisseur devra indiquer qu'il a compris les risques, devra indiquer quelle est son épargne et combien il est en mesure d'investir et vérifier. En fait, si vous voulez, il y a un test d'adéquation qui est opéré par la plateforme d'investissement qui doit vérifier, s'assurer que l'investisseur a compris les risques et que l'investisseur est en capacité de perdre tout ou partie des sommes investies. Alors, sur le prêt, le contrat, c'est un contrat de prêt entre le porteur de projet et le prêteur. La plateforme, les financements qui sont, le montant prêté par le prêteur ne va pas passer par la plateforme. Les plateformes travaillent en partenariat. En fait, elles sont agents prestataires de services de paiement. Donc, elles travaillent avec des prestataires de services de paiement agréés et qui vont collecter les financements de tous les prêteurs et s'occuper de tout ce qui est transaction des flux. Du coup, en termes de garantie, la plateforme de financement participatif en prêt doit mettre en place une gestion extinctive dans le cas où celle-ci disparaîtrait. Vu qu'on est sur un financement avec des remboursements potentiellement jusqu'à 7 ans, il y a la mise en place d'une procédure de gestion extinctive qui doit faire en sorte que le prêteur recevra ses remboursements, même si la plateforme serait amenée à disparaître. Côté investisseur, c'est une holding dans laquelle, c'est une holding indépendante. Donc, si la plateforme disparaît, la holding reste et on élit un nouveau représentant de la holding pour représenter les membres à leur board. Mais c'est indépendant de la plateforme. C'est la plateforme qui la gère, mais si la plateforme disparaît, la holding continue à exister. C'est vrai que, comme vous dites, il y a quand même un certain laps de temps qui s'est écoulé depuis le crowdfunding, pour ma part. Donc, de l'autre côté, la plateforme que l'on a utilisée, à savoir KissKissBankBank, nous a imposé de fixer une date prévisionnelle pour dispatcher les contributions. Donc, c'est une date qui avait été fixée pour novembre, donc quelques mois après. Malheureusement, comme on avait dit, on a eu des petits soucis au niveau du local commercial et d'autres choses qui ont ralenti fortement le projet. Mais en tout cas, dans tous les cas, les différentes contributions seront données, mais maintenant dans un deuxième temps. Voilà. On nous impose juste un prévisionnel pour dispatcher les contributions, rien de plus. Et je crois que le plus important, finalement, en fait, c'est la communication. Peu importe que vous ayez du délai, je pense que les donateurs sont prêts à l'entendre, qu'ils n'auront pas leur contrepartie en septembre, mais en janvier. Tant que vous l'annoncez, tant que vous leur donnez des nouvelles, tant que vous faites part de l'actualité, oui. Voilà, on en est à tel avancement de la construction du local, on l'a aménagé, etc.
voilà, il faut communiquer, et ça c'est vrai pour le don, mais aussi pour le prêt et l'investissement. Ça arrive qu'il y ait des retards dans les remboursements des prêts, parce qu'un fournisseur, on est toujours en attente du paiement d'un fournisseur ou que sais-je. Tant que le contributeur, donateur, prêteur ou investisseur, investisseur, on n'attend pas de remboursement ou de contrepartie, mais tant que le contributeur est informé, il peut y avoir du retard, c'est pas grave, tant que c'est expliqué, c'est pas un problème. Donc, pour reprendre les propos de Level Up, tout est dans la communication, donc là. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je me permets de répondre. Dans ce cas où un banquier refuse de suivre, il faut essayer de comprendre ses raisons et essayer de les soumettre à une autre plateforme qui va avoir une autre vision sur le risque qui va être à prendre. Et c'est la plateforme qui est, on va dire, le dernier recours pour se risquer sa communauté dans le projet. La plateforme, elle a pour objectif de ne pas avoir de défection au sein des entrepreneurs qu'elle va suivre. Donc c'est pour ça qu'elle met des filtres. Quand on dit qu'il y a un risque, il y a toujours un risque. On dit aux gens qu'il y a un risque de prêter dans l'hypothèse où il y aura un problème, mais la plateforme, elle, son objectif, c'est d'avoir l'intégralité de ses prêts qui soient remboursés. Donc c'est la plateforme qui va être juge de la solidité du projet et qui va, elle, prendre le risque en fait qu'un banquier ne souhaiterait pas prendre. Dans le cadre agricole, j'ai eu vent de projets où les banques ne veulent pas suivre et où justement des plateformes, elles, vont suivre dans le cas d'exploitations qui sont des fermes avec des bilans qui ne sont pas très, très bons aujourd'hui. Mais si la banque ne permet pas d'inverser la vapeur, ne permet pas de donner un peu d'argent pour créer un nouvel atelier qui sera plus rémunérateur, l'entreprise ne pourra jamais avoir de meilleur bilan, surtout dans les conjonctures des marchés agricoles aujourd'hui. Donc voilà, faut pas hésiter d'aller solliciter les plateformes quand on a un projet solide qui a été réfléchi et qui va réussir à convaincre la plateforme. Voilà ce que je dirais pour un entrepreneur qui n'a pas réussi à avoir un prêt d'un côté, ce qui a un peu été ma première situation, mais moi au début on m'a dit non, je suis allé voir ailleurs et je suis revenu voir la banque après et le discours il change parce qu'il voit aussi qu'on a de l'endurance, qu'on ne se laisse pas battre quand on nous dit non, qu'on revient à la charge et c'est bête d'en arriver à des situations comme ça, mais on n'a pas le choix quand on va entreprendre aujourd'hui de rien lâcher. Sinon ça ne sert à rien, quand on est rentier et puis c'est tout. Voilà, merci. J'ai pas grand-chose à ajouter. Non, c'est tout à fait ça. C'est pas les plateformes de financement participatif en prêt ne récupèrent pas les projets, les canards boiteux qui sont pas acceptés par les banques. Mais si un projet a été refusé par une banque, c'est pas pour autant qu'il sera inévitablement refusé par la plateforme. La plateforme regarde d'autres aspects. Elle ne demande pas de caution ni garantie. Donc elle prend en compte d'autres aspects du projet et de l'entreprise. J'ai pas des stats, c'est un peu du ressenti, plus que des statistiques. Je dirais que sur 100 projets qui vont solliciter une plateforme en don, il y en a 3 qui sont en collecte. Sur 100 projets qui vont qui vont solliciter un don, il y en a 7 qui sont en collecte. Voilà. Un prêt, vous voulez dire, en deuxième. Comment ? 3 en don et 7 en prêt. 3 en prêt, 7 en don. À peu près. Au feeling. Sur le site de Financement Participatif France, vous pourrez trouver également quelques informations, une cartographie des plateformes, des guides sur le sujet. Donc n'hésitez pas. Et j'ai été ravie de faire cette intervention avec Pierre-Louis et Kevin, que je remercie sincèrement, et merci à l'accueil de la CCI.